Si j'ai gardé des archives, c'est tout simplement que j'avais pas de racines. J'avais pas de racines à l'époque parce que je suis un déplacé économique. Donc mes parents, je les ai à peine connus, j'ai été déplacé dans des familles, donc j'avais pas de racines. Puis je pense que lorsque j'ai commencé à devenir indépendant, je me suis enraciné en gardant des papiers, tout ce que j'avais, y compris des documents britanniques. Donc ça s'est accumulé, puis j'avais pas de raison de jeter, j'avais de la place, donc voilà. Je ne sais pas, mais ça peut représenter, peut-être pour imager, peut-être une centaine de box d'archives. Et peut-être encore une cinquantaine de classeurs. La vie locale, c'est beaucoup de choses, c'est le sport, c'est la culture, quoique je ne suis pas le meilleur des défenseurs de la culture, hélas, mais je dirais plutôt la culture sociale, comment vivent les familles. Moi, je suis d'origine agricole, d'agriculteur, donc oui, ça fait beaucoup. J'ai aussi beaucoup d'archives sur des documents que j'ai trouvés dans les chalets, en démolissant les chalets ou avec les contacts que j'avais. Non, je ne jette pas, je garde moi, puis on verra après. Ça part de Verbier, mais ma vie locale, c'est aussi les Marais-Côtes, c'est aussi d'autres endroits où j'ai vécu. Alors j'ai quelques données de ces endroits-là, mais le plus important, oui, effectivement, c'est Verbier et Bagne. Mais les archives, ça peut aussi être des instruments, des objets dans la commune. Par exemple, le soufflet de la forge de Médières, je l'ai récupéré parce que la commune voulait jeter, les employés communaux voulaient jeter. Il était en excellent état, on n'en voit pas beaucoup de ces soufflets. C'est juste un exemple. J'ai d'autres exemples que j'ai aussi posé des objets dans des chalets lorsqu'on a construit. On les a intégrés, j'ai récupéré, je ne sais plus comment on appelle, ces grosses meules, pierres, comme ça. Alors j'ai une pierre, maintenant elle va partir dans un chalet de luxe, on va la mettre en valeur. Autrement elle était perdue. On allait la jeter, c'est un truc de 2 tonnes, on allait simplement l'enterrer, puis voilà. Par exemple au Marais-Côtes, j'ai récupéré tout le matériel d'un ancien cordonnier. Et c'était pour jeter. J'ai fait les poubelles à Isérables. À l'époque, on jetait tout en bas dans la Fare. La Fare, c'est la rivière qui va dans la vallée. Et j'ai trouvé des objets extraordinaires là. Donc voilà, il faut oser, il faut vouloir, il faut avoir de la place pour mettre les stocks après. Ma femme me disait, mais jette-moi ça, c'est plein de poussière, qu'importe t'embêter. Ouais, ben, ça fait partie du jeu, quoi. J'avais commencé à envoyer à mes frères et sœurs, tu te rappelles que, tu te souviens de cela, comment c'était, est-ce qu'on n'avait pas fait telle et telle chose à telle époque. Puis bon, voilà, puis j'ai mis par écrit, et puis ça en fait 2, 3, 4 anecdotes, et puis on ajoute encore une, puis un beau jour à l'Écho des Drances, on m'avait demandé si je pouvais publier, parce que de temps en temps je faisais des articles sur la profession. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être là? Puis bon, mais c'est rentré comme ça, ça n'a pas été un objectif, mais ça en est devenu. Hein. Non, alors sûrement pas. Par contre, non, c'est marrant la question là, parce que lorsque j'étais à l'école, j'étais où ça? Ah, c'était au canton de Fribourg. Et puis on avait des rédactions à faire. Et puis le thème c'était, si une fée venait passer par la fenêtre et vous transformer en quelque chose, qu'est-ce que vous aimeriez être? Alors bien sûr tous les élèves, c'était, moi je voulais être un lion, je voulais être une girafe, et moi j'avais fait, je voulais être une abeille, parce qu'une abeille c'est utile, parce que ça sait se défendre, parce que, etc. Moi, j'avais trouvé tout un tas d'arguments qui étaient complètement différents du reste. Puis là, le régent m'avait dit, alors toi tu es costaud pour, t'as une, comment est-ce qu'il m'a dit ça? Tu es très, pas inventif, il y a un autre mot pour ça, mais ouais, tu as su composer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Puis ça m'avait encouragé, tout simplement. Mais ça, c'était un boosté, il m'avait boosté un peu à la réflexion. Alors, pour ce qu'on appelait les rédactions à l'époque, j'étais bon, ouais. Mais pas pour écrire. Alors, d'ailleurs, je ne savais même pas le français à l'époque. Donc, ouais, non, j'apprenais le français.
Donc j'avais fait une rédaction, c'était plein de fautes, c'était mal, mais l'idée était là, quoi. Donc voilà, non, je ne suis pas du tout à l'écrivain, pas du tout. J'ai pas de connaissances. J'ai été très très mauvais, j'avais toujours les mauvaises notes en grammaire, en orthographe, toujours, mais aujourd'hui je pense que ce serait terrible si on contrôlait mon orthographe. Bon, je suis en tout cas pas journaliste, quoi. Donc j'ai toujours peur d'écrire. J'ai commencé, quand je suis arrivé en Suisse, j'avais je crois 6 ou 7 ans. Puis on m'a placé d'office dans une école, c'était à Glettrans, canton de Fribourg. Puis bon, vous n'avez pas l'habitude des étrangers évidemment. Mais mon grand-père avait quitté le village à l'époque, donc on savait qui j'étais. Il était parti en Angleterre, puis il n'est jamais revenu. Il était maître d'hôtel, il était bottelier. On dirait sommeiller aujourd'hui. Et puis, quand je suis arrivé dans cette commune, on m'a forcément obligé d'aller à l'école, mais je ne savais pas un mot de français. Alors, le curé, c'est lui le chef du village à l'époque, le curé est venu nous trouver, il a dit à maman, il faut qu'il apprenne le Je vous salue Marie, puis le Notre Père, première des choses. Alors j'ai dû apprendre phonétiquement, je ne savais pas de quoi je parlais. Mais comme elle était chez des paysans, ça jure les paysans. Hein? Alors quand je récitais Je vous salue Marie, Mère de Dieu, ils disaient mais pourquoi ils mettent la merde dans une prière? Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le français, puis il a fallu commencer. Si j'essaye de résumer, moi je suis né, je pense, d'un père inconnu. Et je suis né à Maidenhead, c'est où Theresa May, l'ancienne ministre britannique, habite aussi, à Maidenhead, à l'ouest de Londres, dans un hôpital, parce qu'à l'époque, c'était en pleine guerre, en 1942, donc les mamans étaient déplacées pour donner naissance. Je suis né là, mais elle était première fille de salle du Dorchester et du Cumberland, c'est les hôtels de luxe. Et là, on recevait toutes les personnalités pendant la guerre, si bien que j'ai été dans les bras de Churchill, j'ai été dans les bras de Fred Astaire, tiens, aussi, et Rita Hayworth, qui était la femme de l'Aga Khan. Et on me dit que j'étais aussi dans ceux de Gaulle, mais ça je ne sais pas. Alors j'étais le poupon un peu privilégié, là, qui était sur place. Puis c'est ma tante, qui vit toujours d'ailleurs, j'ai encore téléphoné hier, ma tante qui me gardait pour ma mère, donc la sœur de maman. Puis après, bon, il y a eu d'autres naissances, il y a eu des mariages, des divorces, et puis c'était un peu la guerre, quoi. Puis quand j'avais 5 ans et demi, on m'a expédié en Suisse avec une étiquette autour du cou, c'est vrai. Et puis c'est un oncle qui était en Suisse qui m'a accueilli à Genève. Alors, il y avait juste une personnalité, mais bien sûr je ne me rappelle pas juste comment, mais il y avait un service pour nous déplacer du train de la gare de Lyon à la gare du Nord, ou le contraire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de liaison entre les deux gares. Donc il y avait un service social qui nous déplaçait là, je n'étais pas seul, mais voilà, on avait une étiquette, puis c'est comme un colis. Alors je suis arrivé en Suisse comme ça. Et ma sœur, quand elle est née, moi je suis de 42, elle est de 47. Quand elle est née en 47, le docteur a trouvé qu'elle ne pouvait pas survivre en Angleterre, elle avait une maladie des bronches incurable, qu'elle a toujours, et puis elle devait quitter ce pays humide. C'était l'humidité de l'Angleterre qui n'allait pas. Puis comme ma mère, elle avait des lointaines origines suisses, elle a dit, est-ce qu'en Suisse ça irait? Et puis le docteur a dit oui, puis je connais même un endroit qui lui irait très bien, ça s'appelle les Marécottes, enfin, c'était les Granges. Au Marécottes, il y a un préventorium où il n'y a pas de tuberculose, parce qu'à Cramontana, par exemple, il y avait la tuberculose, tandis que pas à Salvan. Et c'est des bonnes sœurs qui gardent là, c'est des sœurs avec comment est-ce qu'on appelle ça, ce truc blanc qu'ils ont sur la tête. Ouais, enfin, je peux retrouver, j'ai le nom. Alors ces bonnes sœurs-là, ils peuvent garder cette fille, quoi, ce bébé. Et elle, effectivement, elle a vécu là longtemps, gratuitement, parce que maman n'avait pas les moyens. Et puis c'est comme ça, moi je suis arrivé en Suisse à Glettrans, mais il a fallu un regroupement familial à un moment donné, puis ça c'est fait au Marécottes, au Grand Chalon. Et Guinard, alors c'est... Alors ça c'est encore une autre histoire. Moi je suis né, là c'est une exception, je suis né Cameroun. Non c'est pas vrai, je corrige. Je suis né
Guinard, parce que ma mère était fille-mère. Il y a un Cameroun qui m'a reconnu. Donc, je suis devenu Cameroun. Ensuite, elle a marié un Irvine. Alors, je suis devenu Irvine. Puis, quand on est venu en Suisse, on a pris la nationalité quand j'avais l'âge de 12 ans. On a repris le nom de ma mère, Guinard. Donc, j'ai changé 3 fois de nom. Parce qu'on était assez mal reçus au Marécotte. Nous, la famille. On est parti à coups de cailloux, d'ailleurs, à la fin. On a dû quitter les Marécottes. Mais maintenant, j'ai des bons copains, alors ça a changé. Mais à l'époque, les étrangers n'étaient pas des mieux vus s'ils n'étaient pas touristes. Alors, il y avait une famille anglaise en haut, c'était les Gissing, qui ont repris d'ailleurs l'hôtel des Marécottes. Eux, ils nous soutenaient, mais c'est à peu près tout. Il y avait aussi une famille d'Italiens à côté de la maison qui étaient encore plus pauvres que nous. C'était difficile, mais ils étaient encore plus pauvres que nous. Puis on s'est liés d'amitié entre enfants parce qu'on était un peu les étrangers là. Mais c'était très difficile à vivre. Hein. Granges, Marécotte, c'était... Mais j'ai des bons souvenirs quand même. Hein. J'ai été dans 13 écoles primaires différentes. Donc j'ai beaucoup voyagé là, donc ça ne m'a pas beaucoup aidé. Mais j'ai fini l'école primaire au Marécotte. J'avais 16 ans parce que c'était obligatoire, mais la dernière année, j'étais le seul de la classe. Donc j'ai dû redoubler la classe des plus jeunes. Bon, ça ne m'a pas trop gêné, donc je n'ai pas fait d'études, autrement dit. Je suis allé à l'école d'agriculture à Grangeneuve, Fribourg. J'ai fait le diplôme, puis après je suis venu à Verbier. Non, je suis encore passé par Orxières, parce que maman travaillait, elle avait trouvé une place à Champais. Je pense que quand j'avais 12 ans, elle est venue définitivement en Suisse. Alors Verbier, c'est le hasard. J'en étais précisément à Champais. Et puis la famille Bizel avait l'hôtel des Alpes, ou je crois que ça s'appelle les Alpes. Et moi j'étais celui qui s'occupait du tennis, c'est-à-dire je devais ramasser les balles du tennis pendant l'été, pendant les congés. Il y a toujours le tennis d'ailleurs. Et puis à un moment donné, maman elle était sommeillère. À l'époque, elle était payée 1 franc par jour. C'est comme ça que ça se passait. Puis le reste, c'était les bonnes mains. Puis un jour, elle avait beaucoup trop de bonnes mains dans le porte-monnaie. Puis elle a dit au patron, à M. Bizel, le papa Bizel de celui qu'on connaît maintenant. Et puis lui, il venait de mettre dehors une sommeillère qu'il avait volée. Puis il a dit non, 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 là, tu as une combine, on ne te garde pas. Puis il a foutu à la porte, ma mère, parce qu'elle était trop nette là. Puis elle connaissait une certaine Madame Marco, la femme de René Marco. Ils étaient copines. Puis elle a dit, mais écoute, moi j'ai du boulot à Verbier si tu veux. Alors on est monté à Verbier, puis voilà, puis moi j'ai atterri à Verbier comme ça. Je venais de finir mon diplôme d'agriculteur. Alors je cherchais une place à l'extérieur, puis on n'a pas trouvé tout de suite. J'étais un inconnu là. Puis maman m'a trouvé comme place au casserolier à l'hôtel de Verbier. Ouh là là, aller en sous-sol comme casserolier, non. Je me suis révolté, c'est la première fois de ma vie que je me suis révolté là, enfin contre maman en tout cas. Et puis elle connaissait Madame Casanova, qui est devenue agent immobilier, mais à l'époque elle était épicière. Puis c'était la femme de Casanova de Téléverbier. Puis elle en a parlé, puis Casanova est venu me trouver et m'a dit, mais tu sais skier? J'ai dit oui, je sais tourner à gauche. J'avais essayé une fois avec un ski à Salvan, justement. J'ai dit oui, je sais tourner, alors je t'engage. J'étais gentil. Puis à la fin de l'hiver, j'étais patrouilleur, même responsable patrouilleur. Donc j'ai vite appris à skier. Ouais, là, c'était extraordinaire. J'étais sportif à l'époque. Et puis, bon, ils appelaient ça pistard à l'époque. Patrouilleur, pistard. Alors, puis l'année d'après, ben, j'étais responsable des pistes. Mais c'était pas ma vie, ça. Moi, je voulais avoir un métier. Puis là, je voyais qu'il y avait trop de vieux qui gardaient la place. Enfin, ils ne voulaient pas céder. Il n'y avait pas difficilement une promotion. Alors, j'ai fait prof de ski. Puis là, ben, contact avec la clientèle. Et puis bon... je suis devenu agent immobilier parce qu'au début, on me disait, mais écoute, j'ai des amis qui viennent demain soir, est-ce que tu peux aller chauffer le chalet? Est-ce que tu peux aller nettoyer le chalet, faire
le passage, etc. Puis bon, oui. Puis petit à petit, j'ai pris des conciergeries. Et puis après, écoute, j'ai des amis qui viennent, est-ce que tu peux les accueillir? Voilà. Ah bon, oui. Et puis plus tard, ben écoute, si tu trouves des gens qui veulent louer mon chalet, puis je suis rentré dans le métier sans faire exprès. Voilà, comme ça. Mais comme beaucoup, hein, Höxter, d'autres, ça arrivait de la même manière. La première agence immobilière, ce qu'on pourrait appeler une agence immobilière, parce qu'on disait gérance de chalet à l'époque, c'était Madame Casanova, mais il y avait aussi Madame, enfin j'ai fait une liste là, il y avait plusieurs dames qui s'occupaient de faire de la nettoyage de chalet, mais il y avait des activités un peu annexes qui allaient avec, puis ça s'est développé comme ça. Il y avait la maman de Stuckelberg, Madame Stuckelberg, il y avait Madame André May, il y avait... Puis aussi la Madame May de Taxi aussi, là-bas au fond, à Patier. Donc elles étaient plusieurs, surtout des dames, parce que ça partait du nettoyage. Et puis quand je suis arrivé, Höxter avait déjà commencé à faire une agence un peu plus élaborée. Vittel aussi, le frère à M. Dorsat, qui s'appelle François Dorsat, il avait aussi essayé, mais lui sur la base fiduciaire. Et il y en avait plusieurs. Picchio, il a repris de sa maman aussi. Puis on était quelques-uns de la même génération, à quelques années près, qu'on a développé un petit peu ce qu'on a appelé une agence immobilière. Une agence immobilière, puis moi j'étais peut-être un peu plus pointu dans la chose pour promouvoir la profession. Comme ça, je suis devenu expert fédéral. Et j'ai donné des cours, j'ai donné les premiers cours d'agent immobilier d'ailleurs, qui ont été donnés à l'école de tourisme, et puis ensuite dans les instances fédérales. J'ai ouvert en 65 des bureaux. En fait, le bureau, c'était ma chambre à coucher. Donc, puis il y avait la petite qui dormait notre première fille dormait là-dedans. Alors ça, c'était en 65. Et puis je crois qu'en 67, on est devenu très professionnel à Verbier. Et dans les années 70, on était vraiment des tout bons. Il y avait juste à Crans-Montana où ils avaient quelques agences qui avaient de l'avance sur nous. Mais dans les stations, on était bons. À Verbier, on a fait très fort. Il y avait Michaud, il ne faut pas oublier, Freddy Michaud. Hein. Lui, il est parti, lui était clerc de notaire de M. Bruchet à l'époque. Puis là, il s'est mis à son compte, mais surtout sur le parti comptable. Il n'était pas fiduciaire, mais enfin, lui, il voyait les problèmes surtout sur le plan comptable. Alors que Höxter et moi, on était beaucoup plus sur le côté pratique. Mais ça ne fait rien, on s'est bien complété. Vittel est aussi arrivé là-dedans. Il y avait d'autres qui ont disparu, comme les Combis, les Crétenans, etc. C'est mon esprit d'innovateur. J'ai toujours voulu créer. Puis là, il y avait de quoi faire, parce que ça existait. Rien n'existait, si on peut dire. Donc il a fallu tout recréer. Comment est-ce qu'on nettoie un chalet? C'est tout bête, mais j'ai fait des cours pour apprendre à nettoyer un chalet. Je suis d'ailleurs le seul, je suis allé à Münchwilen, en Suisse allemande, pour suivre des cours. Donc j'ai vraiment voulu faire quelque chose, je sais pas, en anecdote on peut dire à l'époque, si je simplifie, une femme ménage, elle arrivait avec sa panosse, sa brosse et puis le bidon, donne un bon coup de panosse par terre, regardez s'il n'y avait pas trop de papier qui traînait, puis le chalet était propre. Ma femme, quand elle a vu ça, elle m'a dit « tu peux pas laisser comme ça, il faut qu'on nettoie comme on doit faire en ville, quoi ». Alors c'est comme ça qu'on a suivi des cours, mais c'est ma femme qui a fait le plus là au départ. Alors elle était minutieuse, elle allait même nettoyer la vaisselle, qu'elle soit propre ou pas, mais elle voulait être sûre qu'elle soit propre. Alors des choses comme ça se faisait pas. Mais il faut pas oublier qu'on avait aussi toujours les systèmes chauffage à mazout, et ça puait là. D'ailleurs on nettoyait les sols des fois avec le mazout, hein, pour enlever les taches sur les clinques, c'était le meilleur moyen, c'était de tacher partout. Donc, puis ça puait pendant 2-3 jours, mais bon, les gens ne rouspétaient pas trop à l'époque. Alors ça, c'était un coup, et puis nous, on a bien nettoyé, puis ça c'est su. Puis on a eu plusieurs gérances grâce à ça, parce qu'on savait qu'on s'occupait bien. Après, il y a eu tout le problématique du linge. Après, il y avait problématique de tout ce qui était tout compris ou pas compris dans les loyers. À l'époque, on avait 9 ou 10 annexes au contrat de location.
ils payaient le téléphone, payaient les taxes de séjour, payaient le blanchissage, payaient le nettoyage, payaient le supplément de bois, payaient l'électricité. Tout ça était décompté à part. Donc ça n'allait pas parce que les charges étaient souvent plus élevées que le loyer. Alors là aussi, on a fait des systèmes tout compris et tout ça est né dans mes bureaux. Ben, déjà la professionnalisation, parce qu'on travaillait vraiment en amateur à l'époque. Puis le moins possible mais pourvu qu'on ait des heures, parce que les dames ici, elles étaient contentes de faire quelques heures à droite, à gauche. C'était pas très payé, mais au moins c'était quelque chose. Puis souvent, elles avaient des cadeaux. Semblant de rien, c'était important, ça pouvait être très important. Parce que les revenus de nos hôtes et puis nos revenus locaux, il y a une immense différence. Ce ne serait pas le cas aujourd'hui, c'est peut-être des fois le contraire. Mais à l'époque, c'était immense. Alors tu recevais je sais pas, un couteau de poche ou même des fleurs ou un cajot de pommes, c'était énorme à l'époque. Et très apprécié aussi. Aujourd'hui, il y a tellement à créer encore, il y a tellement à faire, le métier est en train d'évoluer. Bon, moi je suis plus dans le coup pour tout ce qui est électronique, mais déjà rien que ça, pour s'adapter à ça, comme on devrait le faire, comment est-ce qu'on sera dans 15 ans? Mais pourquoi on attend 15 ans? Faisons-le aujourd'hui. Donc c'est un peu cet esprit-là. Il ne faut pas dire on est en train d'évoluer gentiment, il faut dire ben, du moment qu'on le sait, alors pourquoi on ne le fait pas tout de suite? Et c'est ça qui fait beaucoup de différence entre professionnels. Moi j'ai remis l'agence à mon fils, Daniel, et lui il voulait remettre à ses enfants, mais ses enfants pour différentes raisons, c'est 2 filles et elles n'ont pas voulu. Donc bon, ben, il se retrouve là avec une agence, puis on fait quoi? Il ne faut pas attendre que j'ai 65 ans pour y réfléchir. Donc il a eu une opportunité de remettre, puis voilà, puis c'est parti. Donc moi j'ai regardé passer le train en quelque sorte, hein. Je n'ai pas participé à ça. C'était son affaire, je respecte, donc voilà. Au fond du cœur, j'aurais bien aimé garder, mais enfin voilà, mais c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Alors ma femme, elle est d'Isérable. En fait, elle est d'Aude, c'est sur la commune de Ried, mais elle est bédouache de famille. Elle est formidable. Je l'ai connue aux Runettes. Elle travaillait pour les Michelot aux Runettes. La femme d'Adrien Michelot était une bédouache aussi, Lucette. Donc elles étaient copines d'école. Puis bon, elles travaillaient ensemble là-haut. C'est là que je l'ai connue. On a 3 enfants. Un est décédé, mais on a encore une fille et un garçon. Françoise et Daniel. On a 4 petits-enfants, 3 filles et un garçon. De mon point de vue, il n'est pas toujours fiable. Par contre, si tu es copain avec, tu peux en faire ce que tu veux. Donc, moi, je suis méfiant du bagnard. Je ne dis pas le verbérin parce qu'il n'existe plus. Mais le bagnard. Mais je n'ai jamais eu de problème, donc il faut s'adapter, nous, à cette situation. Quand je dis qu'il n'est pas fiable, ce n'est pas dans un sens négatif, si on veut dire, mais c'est plutôt parce qu'il n'a pas conscience que quand il dit « je serai là à 9 h », il faut être là à 9 h, pas à 9 h 15. Si on lui dit, s'il promet, oui, ben, je te fais ce travail pour telle heure demain ou tel mois, ça doit être fait, puis ce n'est pas toujours le cas. Et ça, pour moi, ça m'énerve. Il n'est pas ponctuel. Il n'est pas ponctuel, il n'est pas fiable, voilà, dans ce sens-là. Je sais, tout à l'heure, je suis arrivé en retard, donc je suis mal placé pour en parler. Mais non, c'est un peu ça. Par contre, le verbérin, c'est quoi? Il y a 50 ans, on pouvait peut-être parler facilement d'un verbérin, mais aujourd'hui, il y a combien de familles de verbiers qui sont encore maîtres de leur commerce, de leur hôtel, etc. C'est presque majoritairement, en tout cas, même les petites épiceries, tout, Coop, et Migros y compris. Donc c'est des étrangers à la région qui sont devenus majeurs dans leur profession et qui ont pris le dessus. Ça te Peut-être tout simplement parce que les verbérins ont bien réussi et ils n'ont pas eu besoin de continuer. Et nous, ça c'est peut-être intéressant, quand on a ceux de ma génération, de mon âge, il y avait des Eddie Peter, il y avait des Höxter, il y avait des Picchio, il y avait etc.
Il y en a très peu qui ont réussi, parce que ceux qui avaient des noms d'ici, en général, c'était des fils à papa, pas besoin de travailler, papa a bien gagné, il a vendu du terrain, il a fait des affaires, et moi je n'ai pas besoin de travailler autant. Donc ils ne se sont pas investis comme il fallait. Alors on a perdu une génération, et à mon avis, cette génération perdue a fait qu'on a cassé la chaîne pour la suite. C'est contrairement à Zermatt, où les familles sont restées très fortes, à Verbier, on a perdu ce pouvoir. Alors, il y en a des familles, il y en a même qui réussissent très très bien, surtout dans les entrepreneurs de bâtiments, mais dans le commerce, pas tellement. Si oui, elles sont minoritaires. Donc, le Verbierin de Verbier, c'est plus l'ancienne famille, c'est les nouvelles familles avec des origines diverses, suédoises, britanniques surtout. Et il y a de tout ici. Par mariage aussi, il y a eu beaucoup de mariages avec des Canadiens qui n'ont pas toujours bien marché, mais Canadiens et autres pays comme ça. Mais ça fait qu'on a un mélange. Les enfants, même si les parents sont divorcés, les enfants ont une culture différente. Donc ça crée aussi des situations différentes. Ces derniers mois, on m'a dit 2 fois, moi je vais aller habiter au Chable, parce que comme ça on n'a plus besoin de 2 voitures dans la famille. C'est tout bête, mais ça fait partie du jeu. En bas, on a les transports publics beaucoup plus efficients qu'ici en haut. Puis ici en haut, le développement, il est fait. Maintenant, on est à l'exploitation. Alors, quand on a du terrain puis qu'on contrôle la situation, on est dans le développement facilement. Mais quand on n'a plus de terrain, plus de biens solides, de biens fonciers, ou matériels en tout cas, on peut s'en aller sans problème. Et les gens partent volontiers. Le ski, ça a été le développement de Verbier, il faut le reconnaître. L'immobilier aussi, mais je parle du ski. Maintenant, le ski, est-ce que c'est tellement important d'être à Verbier pour faire du ski? Au Chable, on est tout aussi bien, peut-être même mieux. Donc, on n'a plus besoin de cette attache dans la station qui se développe. On est peut-être fiers d'avoir sur sa carte de visite « J'habite Verbier », mais ça s'arrête à peu près à ça maintenant. Très optimiste. Pour Verbier, je serais moins pour d'autres stations, mais pour Verbier, oui. Parce qu'on a la possibilité de faire autre chose que du ski, quand même. On est bien équipé pour un tas de sports, mais aussi pour la culture, aussi pour simplement vivre pour les personnes âgées. C'est faisable. C'est peut-être pas le meilleur endroit dans la commune, parce que question logistique, mais non. Verbier, je suis très très confiant. On a toutes les infrastructures possibles qu'on a besoin, et puis on a l'argent. C'est très important parce qu'il faut modifier certaines données dans la station, on a de l'argent pour le faire. D'autres stations n'auront pas les moyens de faire quand il faut le faire. Donc ils vont prendre du retard. Non, on peut le faire. Pour le moment. Très heureux. On récupère quelques bagnards au passage. Et puis on a un coin ensoleillé dans la commune pour les personnes qui veulent absolument être dans un coin ensoleillé sans être en haut de la montagne. Et c'est une richesse pour la commune d'avoir un territoire comme Volège, qui est tout près de la plaine. Donc celui qui veut aller s'amuser en plaine le soir, il n'est pas très loin, donc c'est aussi bien. Est-ce qu'un jour il faudra prendre Orsières avec? C'est une autre question, mais ce territoire il est extraordinairement riche, mais il nous manque un petit coin de soleil. Parce que Sarayé c'est bien, mais Sarayé serait dommage de détruire, puis il n'y a pas beaucoup de terrain à développer, heureusement d'ailleurs. Mais à part Sarayé, il n'y a pas beaucoup de villages en dehors de Verbier qui sont vraiment ensoleillés l'hiver. Donc selon toi, c'est important le soleil, surtout pour les personnes âgées. C'est une question géographique, c'est positif. Oui, mais dans la population aussi. Ouais. Je suis convaincu. Et je suis très heureux que les élections ont donné la prédominance à ceux de Volège. Comme ça, ils ne se sentiront pas dans le futur comme étant des gens qui ont été annexés à la grande commune de Bagnes. Ils font vraiment partie du jeu maintenant. Pour moi, c'est extraordinairement bien ça. Alors, bien sûr, dans quelques années, la majorité sera bagnarde, mais cet apport de Volège, avec sa force cette année, moi je trouve ça extraordinaire. Quels sont, selon toi, les principaux défis auxquels seront confrontés les nouveaux élus? C'est de varier les revenus de la commune. On est trop dépendant du tourisme. C'est bien, parce qu'on a un territoire qui est destiné à ça,
Mais ça ne suffira pas pour garder les jeunes, les familles et tout ça. Donc l'idée qui a été lancée de sortir un pôle industriel au Chables dans la région, moi je trouve ça très bien si c'est possible. C'est pas évident, mais je pense que ce serait bien. Parce qu'on est obligé de trouver autre chose. Alors cette autre chose, on l'oublie souvent, on a une agriculture qui est extrêmement intéressante chez nous, elle n'est pas mise en valeur pour le moment, pas assez. Il y a quelques idées, mais pas assez mises en valeur, et on pourrait le faire. Donc c'est aussi c'est les 3 pieds chers à notre ami Ferré, Willy Ferré à l'époque. Hein. Lui, il avait ses 3 pieds, agriculture, etc. Et je pense que ça, on doit revoir. Caractère, optimiste, constructif, même volontaire. Tu as un défaut ? Ouais, mais là, c'est long alors. Quel défaut j'oserais te dire? Pinaillard dans le sens où j'aime bien qu'on respecte le droit. Ceux qui sont de mauvaise foi, ça j'aime pas. Je peux même les attaquer. Ça je supporte pas. C'est vrai, ouais. Oui, tu vois, on ne se rend pas compte des défauts qu'on a. On devrait. Non, mais si je pouvais repartir où j'étais, peut-être je ferais plus d'efforts pour faire des études. Parce que ça m'a manqué au départ, surtout en français, des choses comme ça. Mais je n'aime pas lire des romans, des bouquins comme ça, donc c'est pas ma tasse de thé. Par contre, une revue, oui, ça j'en lis beaucoup. Donc, ouais, non, je pense que je ne voudrais pas changer ma vie, je suis très content comme ça, mais je ferai attention d'avoir plus de culture de base.